Aussi vrai que le génie médical danse entre les mains d'Eman Bekele, l'heure la plus sombre est celle qui précède l'aurore. C'est sur cet adage que j'introduis ce nouvel épisode de la librairie africaine. Un épisode qui sera l'occasion pour nous de faire d'une pierre deux coups. Nous allons traiter d'une thématique double autour de deux ouvrages qui ont fait anthologie, qui ont fait fureur, avec d'un côté l'Afrique humiliée d'Aminata Traoré et de l'autre les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma. Mais avant, je me dois quand même de rappeler à celles et ceux parmi vous qui ne connaissent pas la librairie africaine, qui ont le malheur de ne pas connaître la librairie africaine, d'introduire de quoi il s'agit. Bien plus qu'une table ronde réunissant des neurones, des cerveaux dans une perspective de réflexion collective, il s'agit d'un moteur. D'un moteur, ou plus exactement d'une mission. Une mission qui part d'un constat simple, mais parfois mis sous le tapis. Le constat est le suivant. Il est impossible de maîtriser sa vie sans maîtriser à la fois son cerveau et son cœur. Or, comment maîtriser son cerveau sans maîtriser un minimum de savoir? Comment maîtriser son cœur sans maîtriser ses émotions? Et pour atteindre ces deux objectifs, rien de tel que la lecture. La lecture et encore la lecture permet d'accéder au savoir émotionnel, affectif, permet de s'élever en écartant l'ignorance et en prenant en main son destin. En un mot, la librairie africaine allume en vous cet adage, ce mot d'ordre, lisons ou mourons. Et pour animer la réflexion du jour, j'ai la chance d'être accompagné d'une princesse et de trois princes de la lecture. Johanna, sois la bienvenue. Merci pour l'invitation, ravi d'être avec vous ici. Je t'en prie, sois la bienvenue. Frère Mbeko. Merci pour l'invitation, je suis heureux d'être avec vous. Une auto-invitation. Frère Garçon. Bonjour Herman, bonjour à tous. Bienvenue. Très ravi d'être là et hâte de commencer. Et enfin, le frère Maestro. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. On est là pour dire ce que les autres n'aimeraient pas entendre. Très bien. Alors, ça c'est une belle ambition. On va essayer d'être à la hauteur. Avant de rentrer dans ce sujet à l'échelle internationale, géopolitique, il me semble utile, sachant que la petite histoire est souvent rattachée à la grande histoire, de partir de nos réalités personnelles. Rapidement, on ne va pas s'éterniser. À quel moment dans vos vies personnelles avez-vous subi une humiliation en tant qu'afro? Moi, à l'école. À l'école, j'en avais, j'avais, je ne sais plus quel âge, à peu près 8 ou 9 ans. Le sujet, pour moi, d'avoir une mère noire et un père blanc, c'était pas quelque chose qui était un sujet dans ma vie, jusqu'à ce que justement je me fasse insulter de sale enfant de nègre, de retourner, que ma mère était un guenon, d'aller manger ses bananes et tout ça. Ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment ce que les enfants m'ont dit. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment senti ma toute première humiliation. Il y en a eu d'autres après, mais ça a été ma porte d'entrée et aussi, quelque part aussi, le déclic qui m'a fait comprendre que j'étais dans un couple mixte et que c'est une question qui a commencé à trotter après dans ma tête. Et c'était peut-être aussi quelque chose qui avait un côté positif, puisqu'après ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ma culture africaine. J'en ai parlé à ma mère et le reste en est suivi. Très bien, merci. Moi, je dirais Moi, je suis né au Congo, je suis né en Afrique. Et quand je suis arrivé en France, on a le problème de la prononciation. Donc nous, au Congo, on dit 18. Mais quand tu dis ça dans une école, j'étudie à Paris dans le 8e, forcément, les autres rigolent. Mais quand plus jeune, je ne comprenais pas en fait. C'est un ami, un Tunisien, un ami Ali, qui m'a dit, mais en fait, ils ne comprennent pas que toi, tu ne peux pas prononcer comme nous. C'est pour ça que je dis, quand on est jeune, on ne tient pas compte de ce qu'on peut ressentir avec ce genre de moquerie-là. Mais aujourd'hui, comme je donne des cours à des enfants, je me dis que c'est des choses, quand on n'est pas préparé, ça peut entraîner en fait une baisse d'estime de soi et de confiance en soi. En tout cas, ça m'a fait très mal a posteriori, mais sur l'instant, je ne prêtais pas attention à ça. Donc c'est une humiliation rattachée à une prononciation, Exact. rattachée à ta couleur de peau. Pour moi, ça a été à l'école, les premiers cours sur l'esclavage. Je suis le seul afro, je suis le seul antillais. On parle de coups de fouet, on parle d'humiliation, parce qu'à l'école, on ne va jamais te parler des révoltes,
et il y a tout le monde qui te regarde. Et ça, moi, personnellement, ça m'a marqué. Et comment tu as réagi? Sur le coup où les gens te regardent, etc., s'il n'y a pas de moquerie, ça va. Sur le long terme, tu te dis qu'il faut commencer un petit peu à apprendre des choses. Une fois que tu les apprends, ça se passe. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'est pas armé pour avoir une réaction face aux gens. Donc on subit, on attend, on regarde un petit peu. Là où, comme à chaque fois tu le dis, être armé de savoir pour pouvoir se défendre. Mais quand tu as 12 ans au collège, qu'on t'a pas appris ton histoire et que c'est un prof qui vient te dire qu'on t'a fouetté toute ta vie, sur le coup, tu sais pas quoi dire. Tu es totalement désarmé. Merci. Beko. Des humiliations, j'en ai vécu beaucoup. Après, la première, je ne pourrais pas te dire. Enfin, une qui t'a particulièrement marqué et qui éventuellement t'a fait basculer dans une décision, dans une contre-attaque, dans une réaction, ce qui nous permettra ensuite de faire le lien avec l'humiliation à l'échelle continentale, à l'échelle géopolitique. Ouais, une humiliation qui m'a marqué, c'est quand, avec ma famille, avec ma mère et mes frères et sœurs, on campait devant la préfecture de Bobigny pour être régularisé, tu vois. Moi, j'étais régularisé tard, comme je suis pas né en France. Et les humiliations, c'était faut arriver à 3-4 heures du matin pour avoir un ticket, pour passer dans les premiers. Il y avait plein de familles africaines, dont la mienne, qui attendaient en randonnion, avec parfois des tentes, des duvets, à même le sol. Et on prenait pour des sous-merdes. On nous traitait comme ça, là, devant. Là. Donc, ça a été une humiliation assez violente pour nous, tu vois. De sentir qu'on est pauvre, complètement désargenté, avec une situation administrative précaire, avec un personnel qui n'est pas forcément chaleureux, avec des agents de sécurité qui font ce qu'ils peuvent parce que en réalité eux-mêmes ils sont instrumentalisés. Très très violent ça. Okay. Et comment les uns les autres êtes-vous parvenus à sortir de cette humiliation? Est-ce que ça a été par la colère, Par l'amour. Par l'amour. Ou à l'inverse? Ouais, ça dépend. Moi, je partirais du fait que j'ai des grandes sœurs qui m'ont beaucoup accompagné sur le fait de ne pas intérioriser le complexe. Par exemple, j'ai une grande cousine qui me disait bah, ils se moquent de ta prononciation, mais tu dois les battre dans les autres matières. Du coup, j'avais un objectif, j'ai appris l'espagnol sur le tard, moi je faisais du latin au Congo. Et il y avait une fille dans la classe, bon, c'était la norme, hein, elle avait toujours 17 en espagnol. Le premier contrôle d'espagnol, j'avais eu 2. Et c'était des notes de façon croissante en fait. Bah, en fait, je suis rentré, j'ai demandé à ma cousine, bah, elle m'a battu, est-ce que c'est grave? Elle me dit, bah, c'est très grave, parce que celle-là, elle ne peut pas te battre. Parce qu'elle avait déjà un rapport de force avec ton autre cousine. Et l'autre cousine a toujours mis la norme. Donc elle m'a dit, on va travailler ensemble, de façon à ce que tu deviennes meilleur, pour compenser de l'autre côté où ils vont se moquer de ta prononciation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la battre, et après, ça entraîne de l'estime et de la confiance en soi, de façon à te dire que, quel que soit ce que les autres penseront de toi, en fait, tu n'en as rien à cirer, en fait. Dès lors que tu as une cellule familiale. Exactement, qui te forme permet de forteresse, qui te permet en tout cas de comprendre que nous sommes tous différents. Chacun a ses particularités, mais la force, c'est de se connaître déjà soi-même pour pouvoir faire face aux autres. Très bien. Qui veut... Ouais, je vais enchaîner. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des vidéos sur Internet qui racontaient un petit peu l'histoire de l'Afrique, etc. Et dans mon comportement, là où j'ai eu de la chance, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui va se soumettre. C'est-à-dire, tu peux te foutre de moi, mais j'ai réussi à m'armer de connaissances. Donc, à partir de ce moment-là, toi et moi, on peut discuter. Tu vas venir, tu vas essayer de m'humilier, il n'y a pas de problème. Mon histoire, je la prends. La tienne, je la prends aussi. Installe-toi. On verra à la fin qui se sentira humilié. Donc j'ai préféré avoir un esprit rebelle et savoir parler à quelqu'un qui veut m'humilier pour le mettre en dessous de moi, plutôt que de ne rien faire, comme beaucoup de personnes. Très bien, merci. Moi, ce qui m'a fait mal... Ta réaction, comment tu as réagi? Oui, bah, j'en viens. Moi, ma réaction, bien sûr, j'étais une enfant. Donc, j'ai rendu les insultes. Hein, je ne suis pas fière de ça, mais j'ai rendu les insultes comme je pouvais. De toute façon, on en est venu aux mains. Donc, voilà. Oui, je l'ai frappé. Et du coup, là où ça m'a fait mal, c'est de me dire que j'étais insultée pour une culture que je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis dit, bah, quitte à me faire insulter, autant que je me fasse insulter pour quelque chose que je connais. Donc j'ai dit à ma mère, je veux aller en Afrique, je veux que tu me parles la langue. Je ne sais plus quel âge j'avais, comme je dis, 8 ou 9 ans à peu près, et je veux connaître ma culture. Et à partir de ce moment-là,
parce que j'allais déjà en Espagne chez mon père est espagnol. Hein. Et j'allais déjà chez mon père, je partais tout le temps dans la famille espagnole. Mais jusqu'à là, je n'étais pas encore partie du côté burkinabé. Et à partir de ce moment-là, voilà, là qu'on a commencé à y aller, ma mère m'a parlé la langue et tout ça. Et donc ça a été un mal pour un bien. Ok. Donc voilà comment j'ai rebondi moi en tout cas. Je vais faire un petit moonwalk argumentatif. Dans l'instant, tu as réagi par la violence physique. Ah oui, j'étais une enfant, ouais. Et à ce moment-là, tu t'es senti... Enfin, déjà, comment cette violence de l'extérieur a-t-elle été perçue? Est-ce qu'on t'a donné raison? Ou alors, à l'inverse, est-ce que tu as subi une double injustice où on t'a accusé de faire preuve de violence? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les animateurs sont venus nous séparer. Ils n'ont pas voulu comprendre ni savoir qui était à l'origine de quoi que ce soit. Ils voulaient juste pas qu'il y ait de la violence dans la cour d'école. Moi, j'ai senti une injustice. On a insulté ma mère. Je l'ai insultée aussi. C'est parti dans les coups. Et à l'époque, je me sentais légitime dans ce que je faisais. J'ai été agressée. Tu m'attaques, je t'attaque. Ok, Donc voilà. très bien. C'est le cas de beaucoup d'enfants noirs hein, au niveau de la France. Comme ils n'ont pas les mots, ils vont devoir répondre par la violence. C'est pour ça que je pose la question. Et merci, c'est vrai, de préciser. Enfin, je ne sais pas si c'est que les enfants en France. Hein. Si on insulte ta mère, je ne sais pas si tu vas bien le prendre. Non, mais après, je pars du principe que c'est lié à l'absence de mots et de la gestion des émotions. Après, quand on est gosse, c'est encore plus J'avais complexe. 8 ans. On venait Mais d'insulter c'est ce ma que mère je dis, de guenon. Quand on est gosse, C'est c'est un plus reproche. complexe. C'est plus complexe. Il ne t'adresse pas un reproche. Non, mais C'est- j'ai non, pas dit je ça. fais- Mais moi, quand je il suis dit un- les moi, je suis enfants un- de la France, Ok, excuse-moi. donc moi je fais un constat, parce que moi je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Ouais. Quand je viens en France, les réalités françaises, je dois m'adapter à ces réalités-là. Bien sûr. Il y a des choses qui pour moi étaient basiques. Ouais. Mais si pour tu avais les, pour 8 ans. les jeunes d'ici, Mm. c'était des réalités importantes pour eux. Par exemple, moi le racisme, pour moi, je l'ai connu en Europe, je ne l'ai pas connu en Afrique. Mm. C'est pour ça que je dis à cet âge-là, la gestion des émotions et la capacité de pouvoir... Par exemple, aujourd'hui, moi je prends l'exemple d'un petit cousin à moi qui a 10 ans. Il a été traité de sale noire à l'école. Mais comme j'ai déjà armé, il a dit en fait, je lui ai dit, bah, c'est pas grave. Ce que tu penses de moi m'intéresse pas. Je connais ma valeur. Et ses potes étaient en train de dire, comment tu réagis pas? Il a dit, je travaille avec mon oncle. Ça, C'est c'est pas bien. important. Ouais. Mais si tu avais été en Afrique, enfin quand tu étais en Afrique et qu'un enfant était venu insulter ta mère, pas de sale noir puisqu'on est en Afrique, donc c'est pas le sujet, mais d'autres choses, parce qu'il y a aussi des moqueries entre enfants en Afrique, tu n'aurais pas réagi par de la violence, tu aurais eu ce discours-là. Après, je fais des arts martiaux depuis 6 ans. Je suis pas quelqu'un qui prône pas la violence. D'accord. Ça, c'est par rapport à moi. Mais je comprends que d'autres personnes réagissent par la violence. Hmm. On est tous différents. Tout à fait. Merci. Mais quelle a été ta réaction immédiate ou quasi immédiate face à cette humiliation? Est-ce que tu étais une rage contenue? Est-ce que c'est un texte de rap? Non. Est-ce que... Comment Non. elle s'est manifestée? Non, moi c'était l'amour. Hein. Je sais pas pourquoi quand tu dis l'amour, les gens, je pense qu'avec nous, ils vont rire parce qu'ils sont pas forcément habitués à associer ton image à l'amour. Non, c'était l'amour. À l'époque où j'étais avec ma famille dans ces rendez-vous assez humiliants, moi j'avais toujours un livre sur moi. Ok, Moi, j'avais l'amour de la lecture. ok. J'étais Ah, là voilà, entre- ok, l'amour de la lecture. Comme C'est- bouclier. Moi, c'est toujours l'amour dans ma vie, l'amour de la lecture, l'amour du continent, l'amour de la transmission. Moi, c'est mon moteur. Après, je sais pas c'est quoi votre moteur à vous. Ouais, Moi, c'est le mien. d'accord. Donc, l'amour de la lecture a fait que je me suis concentré sur ce que je lisais parce que le réel était trop horrible. Donc, je préférais me réfugier dans la fiction. Très bien, très bien, j'apprécie beaucoup et j'espère que beaucoup des nôtres vont en prendre de la graine. Moi, pour la petite confidence, la première humiliation forte en tant qu'afro, j'étais pas plus haut que 8 printemps. À la télévision, on parlait du drame qui secouait la Somalie, avec pour conséquence la collecte de sacs de riz. Et je me retrouve en train d'amener un sac de riz et à l'école, on me fait comprendre que tiens, tu amènes du riz pour tes frères. Enfin, on me fait comprendre finalement le riz c'est pour moi. Et donc, instantanément, je suis projeté dans un imaginaire de misère absolue auquel on rattache ma couleur de peau. Et pour réagir, je me suis réfugié dans une autre identité, l'identité antillaise. Exact. Pendant au moins, je sais pas, 8 ans de ma vie, je disais que j'étais entier. C'est Parce vrai. que l'idée Afrique, dans l'imaginaire TF1, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, Oui. enfin, peut-être que c'est pas votre Non, génération, exact, mais je me si, souviens, je me c'était souviens. une violence inouïe. Dès que Si, tu voyais oui. Afrique, c'était un enfant Oui. Exactement. tout squelettique avec un ventre ballonné, avec des mouches Dans incroyables. les yeux. Enfin, vraiment des scènes C'est le c'est sac- Mad Max. Oui. C'est le sac de riz de Bernard Kouchner. Voilà, voilà, exactement. Et l'image qui s'y rattache. Exactement. Donc, moi, je me suis réfugié dans l'identité entière pendant longtemps.
T'es africain, toi? Non, non, non. Tu n'étais pas le seul, hein, il y avait beaucoup de frères qui l'ont fait aussi. Hein. Ouais. C'est bien passé pour les Antillais. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on peut en parler sur d'autres sujets où certains Antillais se sentent pas africains. Ouais, ouais. C'est vrai. Bah, c'est pour ces raisons-là. Ouais. C'est notamment, entre autres. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fui cette humiliation. Et c'est sur le tard que, finalement, la fierté d'être africain, le fait de le revendiquer, a refait surface, et notamment par l'affirmation, enfin, par la découverte de la puissance de l'identité bamileke. Bon, voilà, pour la petite histoire. Alors, vous imaginez bien que là, c'était une mise un peu en bouche, histoire que chacun puisse déjà comprendre que ce qui est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle collective, internationale, se retrouve aussi à l'échelle personnelle. Hein, l'infiniment grand et l'infiniment petit se connectent très souvent. On va démarrer avec, en particulier, l'ouvrage d'Aminata Traoré, donc sur l'Afrique humiliée. L'Afrique humiliée, une œuvre assez retentissante. Et je vais vous lire la 4e de couverture, histoire que chacun sache de quoi il est question. Nous, peuple d'Afrique, autrefois colonisés, et à présent recolonisés, à la faveur du capitalisme mondialisé, ne cessons de nous demander que sommes-nous devenus. Les pays riches ont peur de notre présence quand on n'est pas susceptible d'ajouter à leur avoir, peur de nos différences quand elles sont trop visibles. Inutile. Les nouveaux naufragés, entassés sur des embarcations de fortune, supposés les conduire vers la terre ferme de l'Europe. Invisibles. Les désespérés qui traversent l'enfer du désert, indésirables, ceux qui, menottent au poing, sont reconduits dans leur pays d'origine. Mais l'humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence, à laquelle l'Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Je répète, elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Car il n'y a pas d'un côté une Europe des valeurs et du progrès, et de l'autre une Afrique des ténèbres et des malheurs. Cette vision que certains d'entre nous ont tendance à intérioriser vole en éclats dès l'instant où l'on touche du doigt les mécanismes de la domination, de la paupérisation et de l'exclusion. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est d'imaginer des perspectives d'avenir centrées sur les êtres humains. Une réappropriation de nos destins qui fait appel à nos langues, à nos repères, à des valeurs de société et de culture qui nous sont familières. Que vous inspire cette 4e de couverture, avec une description d'une humiliation qui commence d'abord par l'humiliation symbolique des corps des migrants et ensuite qui se prolonge dans une humiliation économique et, c'est souligné également, dans une auto-humiliation qui se caractérise par un refus de comprendre, donc une humiliation intellectuelle. Après, là, elle relate en fait l'historique de notre peuple. Il y a un rappeur français qui dit « L'histoire de mon peuple est triste ». C'est exactement ça. C'est d'abord comprendre ce qu'on a vécu, se soigner en acceptant qu'on est malade. Je dis souvent qu'on a beaucoup de traumatismes, nous les Noirs, qui ne sont pas traités. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne reconnaît pas aussi qu'ils ont bafoué notre histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Steve Biko qui disait « Quand c'est beau, c'est blanc. Quand c'est mauvais, c'est noir. » En fait, ils ont réussi à un moment donné à nous faire haïr ce qu'on était. Donc, il faut travailler sur l'estime de soi, la confiance de soi, la connaissance de soi aussi, s'apprécier soi-même. Une fois qu'on le fait, après, on relate aussi la partie économique. C'est vrai que quand on est... J'aime bien, c'est un rappeur qui disait, en fait, ils aiment les étrangers quand ils peuvent en tirer profit. Quand on est bénéfique pour eux, c'est intéressant. Quand on ne l'est pas, on devient un obstacle. C'est comme ça que je dis, en fait, tant qu'on ne comprend pas nos réalités, dépendent aussi de ce qu'on a vécu avant. Et si on fait les efforts nécessaires pour s'en sortir de là, on pourra avoir aussi cette affirmation qu'on avait déjà à l'époque. C'est là où je dis, en fait, on est souvent complexé parce qu'on a eu cette impression que les autres étaient meilleurs. Alors que quand on apprend sur son histoire, on se rend compte qu'on, comme le disait Cheikh Anta Diop, la formation égale, la vérité triomphe. On peut tous partir avec un handicap, mais si on travaille, on se donne le moyen de réussir, on pourra le faire. Je prends toujours, je poursuitais, l'exemple du 100 mètres. Sur le 100 mètres, on arrive toujours, même si on est le meilleur européen ou quoi qu'est-ce, mais si on se donne les conditions nécessaires, on arrive souvent à les battre.
C'est là où je dis on ne doit pas avoir le complexe de l'autre, alors qu'eux, ils ont travaillé pour savoir si nous, ils ont travaillé pour savoir qu'est-ce qu'on avait de plus pour pouvoir nous inférioriser. Et ça, c'est des auteurs qui travaillent sur ça. C'est pour ça que c'est très intéressant ce passage-là, en tout cas. Et là, vraiment, on fait un résumé de ce qu'on a vécu. Les autres, C'est même un résumé actuel, je pense. Exactement, parce qu'on vit toujours les mêmes choses. Actuellement, moi, quand j'ai des discussions avec des gens, par exemple, mon premier voyage en Afrique, ça a été au Bénin. Je ne suis pas originaire de ce pays, mais c'est un voyage qui a été très, très important pour moi. Si demain, je dis à des Afros que j'ai été au Bénin, ils vont me dire qu'est-ce que tu allais foutre là-bas. Ça veut dire eux-mêmes, les propres pays de leur continent, les rejettent. Alors que voyager, pour moi, c'est la base. Ça va t'ouvrir l'esprit. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on t'a vendu la Somalie, on t'a vendu l'Afrique avec des gens qui sont squelettiques. Et du désert, du sable, c'est tout ce qu'il y a. Alors que quand tu vas en Afrique, tu vois très bien que ce n'est pas la vérité. Certes, il y a des endroits où c'est complexe, mais il y a des endroits qui sont exceptionnels. Que ce soit au niveau de la nature ou des infrastructures. Moi, quand j'arrive au Bénin, il y a un quartier résidentiel, il n'y a que des villas à des millions d'euros. Si tu ne voyages pas, si tu écoutes la télé, à quel moment tu vas dire, un pays comme le Bénin, tu as des centaines de maisons où elles coûtent des millions. Ça n'existe pas. Après, il y a d'autres sujets, on pourra en parler, que ce soit nos pays, que ce soit nos plats, que ce soit nos femmes. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup d'afros qui s'amusent à insulter les femmes de chez eux. Beko les insultes de macaque. Moi, je trouve qu'il est même trop gentil. Macaque, c'est trop sympathique. Le mot, il est trop fort. Pour moi, c'est des Wistichi. On va pas plus loin. Tu peux pas être noir et rejeter la femme qui t'a mis au monde. Ça n'a pas de sens. Insulter tes sœurs, ça n'a pas de sens. Voilà. c'est une bonne conclusion, en tout cas pour ponctuer ce laïus. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que justement, en fait, l'arme a changé de forme, mais quoi qu'il arrive, on continue à se prendre des coups, en fait. Ce n'est plus l'esclavage dans notre chair comme avant, c'est-à-dire où on attrapait les gens de force à les mettre sur un bateau. Maintenant, c'est l'esclavage maintenant, je dis maintenant, mais ça fait très longtemps que ça dure, c'est l'esclavage économique. Donc, et mental aussi. Et mental, tout à fait. Et par le rejet aussi de soi, le rejet de sa spiritualité. Quand vous avez, je mets un peu les pieds dans le plat là, mais quand vous avez des personnes, tu parlais du Bénin tout à l'heure, qui crachent à la figure des Béninois en disant vous êtes dans le vaudou, c'est Satan le diable, tout ce qui vous arrive, ou par exemple quand il se passe des choses en Haïti en disant mais c'est normal, vous êtes dans le vaudou de toute façon, donc vous êtes un peuple maudit, et qu'on peut se détester autant pour embrasser, non loin de moi le fait de vouloir insulter la religion, hein, je suis de confession chrétienne, je tiens à le dire, mais se détester autant en disant, et autant la religion de tes ancêtres pour embrasser une autre religion. Donc ça passe par tout ça en fait, l'aliénation. Ce n'est pas... La détestation de soi, pour toi, passe par le rejet de la religion de tes ancêtres. Bah, bien sûr, tu n'es pas obligé de la pratiquer, mais tu n'es pas obligé de dire que du coup c'était le diable, forcément. Donc c'est-à-dire que les chaînes, elles étaient physiques, maintenant elles sont plus économiques et mentales. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on est resté prisonnier. Sauf que maintenant, les barreaux, c'est dans la tête. L'arme la plus puissante du dominant, bah, c'est l'esprit du dominé. Tout à fait. Beko, que t'inspire la 4e de couverture? Bah, moi, c'est le livre en entier, puisque c'est un de mes livres préférés. J'aime beaucoup la thèse centrale du livre, c'est de dire que l'Afrique est aujourd'hui dans une prison, que la décolonisation n'a pas eu lieu et qu'on est face à des problématiques d'ordre identitaire, d'ordre institutionnel et d'ordre économique. Et dans l'ouvrage, on a Aminata qui prend le temps de penser les différentes thématiques, tout d'abord au niveau de l'État, en prenant des exemples bien précis, d'humiliation, quand un chef d'État africain préfère aller soigner en Europe que de mettre en place un système de santé
dans son propre pays où il peut se faire soigner, ça c'est une humiliation. C'est-à-dire qu'il estime que les femmes et les hommes en compétence sur son territoire, personne n'est capable, personne n'est compétent pour pouvoir le soigner. Donc il prend l'avion, il va à Genève, il va à Barcelone, il va à Paris, il va à Londres. Maintenant parfois il va même à Doha au Qatar pour se faire soigner et pas sur le continent africain. Et ça c'est des éléments concrets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le FMI, la Banque mondiale, des institutions étrangères qui viennent financer des infrastructures africaines. Tout ça, c'est des éléments du quotidien qui contribuent et qui entretiennent cette humiliation que nous vivons. Après, vous avez aussi les interactions individuelles où on a un rejet de nos langues, un rejet de nos traditions pour une modernité qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga. Et vous avez bon nombre de femmes et d'hommes qui ont renoncé à conserver le sublime que nos aïeux nous ont cédé. C'est-à-dire que nos prénoms, nos histoires, nos mythes, nos spiritualités, c'est ce qui fait l'essence de nos êtres. C'est ce qui fait l'essence de nos personnes. Et quand, par souci d'intégration, d'assimilation, de modernité, nous renonçons à tout ça, en fait, nous sommes en train de programmer notre propre extinction. Exact. Tout à fait. Dans quel sens? En fait, juste je reviens sur le prénom. Attendez, j'essaie de comprendre. C'est fort, c'est un mot fort. Bah, je vais te donner un exemple très simple. Quand les Africains sur le continent donnent des prénoms arabiques à leurs enfants Ouais. et des prénoms issus du calendrier européen, Ouais. sur un espace-temps de 50 ans, 100 ans, 200 ans, Ouais. ils contribuent directement à la disparition des prénoms traditionnels. Exact. Alors, Parce que- la disparition des prénoms, mais l'extinction. Non, mais après, ça va Mais de même. moi, je ne parle pas de l'extinction physique. Ah, ok. Moi, je parle de l'extinction culturelle. Culturelle. Ok. Je parle de l'extinction identitaire. Ok. C'est-à-dire que quand tu choisis délibérément Ouais. d'appeler ton enfant Sébastien ou Francis, alors que tu vis au Congo Exact. et que tu vis au Cameroun et que tu n'as pas à appeler ton enfant Sébastien ou Francis, tu contribues à la disparition des prénoms qui sont le socle, la base de ton identité et de ta puissance spirituelle. Donc une identité pour vous, c'est censé être. Bah, surtout que nos prénoms ont une, En fait, ont une Je signification. repose ma question. Juste- Est-ce qu'une identité, pour vous, a vocation à être éternelle? Non, ça n'a pas vocation à être éternelle. Ok. Ça a vocation à exister. Exister, en fait. Et à perdurer si possible. Moi, je ne parle pas d'éternité, parce que l'éternité appartient au divin. C'est vrai. C'est pas mon choix. Donc, Mon choix, c'est de dire, je ne veux pas que les Afros fassent disparaître la singularité de leur culture. Comme aux C'est États-Unis juste- ou aux Caraïbes. Voilà, c'est juste ça. Simplement. C'est pas être dans une logique d'éternité, c'est pas ça du tout. C'est quand, moi par exemple, dans ma famille, mon dernier petit frère, il a 14 ans. Moi, j'en ai 35. Je me rappelle très bien la discussion que j'ai eue avec ma mère quand il fallait choisir le prénom. Ma mère me dit, voilà, mon petit frère s'appelle Joshua. Chrétien. Je lui dis, mais pourquoi vous l'appelez Joshua? Il me dit, parce que Joshua, son deuxième prénom, c'est Emmanuel. Je lui dis, mais moi, vous m'appelez Mbego. Ouais. Ah, mais toi, tu étais au pays, c'est pas moi qui ai choisi, c'est un de tes oncles qui est venu. J'ai dit, mais l'oncle, cet oncle-là, c'est mon amoureux. Parce que moi, vous m'appelez Jules. Tu vois ce que je veux dire? Elle voulait m'appeler Jules. Et je pense pas que j'aurais eu le même destin. Après, on sait pas. Tout ça pour te dire que. Ah, Jules César. Non, mais Jules César, peut-être. Tout ça pour te dire que ma mère voulait m'appeler Jules. Elle a appelé mon dernier petit frère Joshua. Mais elle n'a pas le souci de l'africanité. C'est ça. Parce que dans son esprit, c'est Dallas. Ça. Parce que dans son esprit, c'est Desperate Housewife. That's right. Donc en fait, on est dans un imaginaire qui permet à l'Africain de se déprogrammer, de se détacher de lui-même et de s'auto-humilier. Contrairement à d'autres civilisations qui continuent de perpétuer l'usage de leur prénom. En fait, juste pour rebondir rapidement sur ce qu'il dit là, en fait. Moi, nous, on est allé à une époque au Zaïre où on avait le retour à l'authenticité. Zaïrisation. Du fait que moi, je m'appelle, si on avait un nom, prénom, post-nom. J'ai un prénom qui est Christian,
parce que maman, elle était très chrétienne et papa, il était plus dans les croyances africaines. Donc, il a insisté sur le Magosa. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand je vois les jeunes Congolais, ils ont des noms Brian, Eden. Il n'y a plus ces noms que nous, on avait à l'époque, comme Beko, Magosa, Kitambala, c'est des prénoms qui sont les nôtres. Il y a une vidéo de Mobutu qui disait, moi, je ne peux pas voir un Français qui s'appelle Kitambala, qui s'appelle Magosa. Mais on a des Congolais qui s'appellent Jean-Pierre, Ça n'existera Jean-Michel. jamais, mon frère. Regarde. Moi, je te prends un exemple. Là, comme tu l'as dit, en gros, tu étais en Afrique, on t'a donné un prénom africain. En Europe, on est venu, on s'est adapté. Intégration. Comme tu viens de me le dire, trouve-moi un Libanais en Afrique qui appelle sa fille Awa. Trouve-moi un Libanais en Afrique qui appelle son fils Abdoulaye. Ça n'existe pas. Il n'y a que le noir qui veut s'adapter. Quoique Abdoulaye, c'est même musulman. Oui, non, mais C'est intéressant. tu vois ce que je veux dire? Tu auras beaucoup, tu vas au Sénégal, tu as beaucoup de gens qui vont s'appeler Abdoulaye. Tu vois, tu peux prendre plein d'autres Parce prénoms, que c'est musulmanisé. c'est pour C'est donner, islamisé, c'est c'est pas pour un vrai donner un prénom exemple. sénégalais. Abdoulaye. Après, si tu veux prendre un vrai prénom sénégalais, Eh dans ouais. tous les cas, il n'y aura pas. Ouais. Tu ne me trouveras jamais un Libanais ou un Français qui donnerait un prénom arabisé ou islamisé, ou même qui vient de la terre-mère. Ça n'existe pas. Il n'y a que les Noirs qui font ça. Parce Aux que la Antilles, domination, elle est forte. voilà, culturelle, elle est aux Antilles, on a des noms de famille. C'est des colons qui nous ont donné ces noms-là. Moi, mon nom de famille, c'est un prénom féminin français. Pour moi, ça n'a pas de sens. forte, c'est vrai. Et les gens aux Antilles ne se posent même pas la question. Tu peux pas avoir un nom de famille, garder un nom de famille qui a été donné par des gens qui fouettaient tes ancêtres. C'est-à-dire même certains noms de famille sont à revoir. Moi, je pense à changer de nom de famille. Ma mère, elle a un nom de famille qui est sénégalais. C'est pas le plus connu au Sénégal, mais je pense à le changer. Demain, si je peux le changer, je le fais. Je vais pas garder un nom de famille qui m'a été donné par des colons. Prénom français, c'est pareil. Mes Surtout qu'il y a de enfants- fortes chances que c'était la personne qui était le maître de la plantation, donc qui a vraiment martyrisé. Pour moi, c'est Ah oui, un oui. héritage colonial. Ouais, Voilà. à fait. C'est un héritage esclavagiste. Donc, quand on t'appelle par ton prénom, ou même toi, vous vous sentez humilié. Alors moi Par personnellement, je me sens comme pas. c'est mon nom de famille, oui. Ok. À l'heure actuelle, maintenant que j'en ai conscience, oui, mon prénom m'a donné un prénom français. Je sais pourquoi. Moi, je sais que je ne ferai pas la même erreur. Mes enfants, ils n'auront jamais de prénom français. Ok. C'est impossible. D'accord. Moi, mon nom de famille, je me sens pas, je me sens bien à l'aise avec parce que mon père est espagnol, il est catalan, donc je porte le nom de mon père. Je porte pas le nom de la personne qui a fouetté mes ancêtres. Par contre, enfin, je pense pas. Ma fille, donc puisqu'on est dans les confidences personnelles, j'ai eu exactement la même réflexion que Mbeko sur le prénom quand ma fille est arrivée. Pour moi, c'était juste sûr et certain que j'allais lui donner un prénom africain. J'en ai parlé à ma mère et je pensais que ma mère allait être contente parce que j'ai choisi un prénom de son ethnie qui a une signification, parce que je l'apprends à personne, les prénoms africains ont une signification, Exactement. ils nous déterminent dans l'espace-temps, ils nous déterminent dans l'ordre d'arrivée de la famille, enfin ils ont une très grande signification au niveau de l'individu. Donc j'ai pris le temps de réfléchir sur le prénom que j'allais lui donner. Ça faisait aussi référence à une de mes tantes, parce qu'on donne souvent le prénom d'un membre de notre famille. À mon grand dame, ma mère, la première chose, mais finalement, après réflexion, c'était pas si étonnant que ça. La première réflexion que ma mère m'a dit, c'était « Mais est-ce que tu as pensé à elle? On est en France. Donne-le en deuxième prénom, mais ne fais pas ça, donne-lui un prénom français. » J'ai dit non, moi je vais lui donner un prénom de chez nous, D'accord. et adviendra ce qui adviendra. Si ça dérangera les gens, bah ça Adviendra ce qui adviendra. Ouais, Ok. si ça doit déranger les gens, bah ça les dérangera. Ma fille est africaine, ma maman est d'origine africaine, le père de ma fille est africain. Je ne vais pas donner un prénom français à ma fille, même si elle est née sur le sol français, mais ce ne sont pas ses origines. Donc pour moi, c'était cohérent et logique, enfin, c'était aligné avec mes valeurs et Après, c'est ma deux pensée de lui donner, générations. attends, juste termine, de lui donner ce prénom-là. Et je lui ai donné le beau prénom de Naye, qui est dans la langue de ma mère qui est de l'ethnie Samo, de Burkina, qui a une signification chez nous, qui veut dire l'enfant qui est né dans le placenta. C'est mon aîné, c'est ma première fille, donc, et c'est le prénom d'une de mes tantes. Donc pour moi, ça semblait juste logique de lui donner un prénom africain. Et je termine sur ce propos. Je n'en veux pas à ma mère ou je n'en veux pas à nos parents qui nous ont donné des prénoms français. Pardon. Il faut voir que ma mère est née sous la colonisation. Ma mère est née en 1948. Elle a subi la colonisation dans sa chair. Ma mère me raconte qu'elle a vu les Européens, et en l'occurrence, c'était des pasteurs hollandais qui sont venus dans son village, qui ont détruit les fétiches
qui ont cassé leurs amulettes, qui les ont forcés à faire, pour certains, le chemin de croix de Je vous salue Marie à genoux. On leur a imposé cette religion, d'accord? Donc, quand on a vécu des choses dures comme ça, mon grand-père, mon grand-père, ils sont venus le chercher de force pour aller faire la guerre, d'accord? Ils l'ont attrapé, il a fait la guerre de force, donc la guerre d'Indochine, non pas d'Indochine, d'Algérie, pardon. Donc, quand on a affaire à des choses comme ça, ce sont des personnes qui ont été marquées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le mental, j'en veux pas. Ma mère, au début, je l'ai un peu mal pris. J'ai dit, mais maman, tu es dans le refus de qui tu es. Non, pas du tout. C'est même pas sa faute. Je peux pas lui en vouloir. Par contre, ça, c'était mon devoir à moi. C'était mon devoir à moi. Par contre, moi qui n'a pas subi ça, de pouvoir remettre les choses au centre. Et donc, du coup, le prénom de ma fille, pour moi, c'était juste logique. Après, sur ça, c'est la confrontation entre deux générations. Voilà. Et les traumatismes qui ne sont pas encore traités. Maintenant, on doit se dire que cette nouvelle génération, connaissant sa réalité et les enjeux du monde de demain, va faire des choix différents des anciennes générations. D'où l'intérêt aujourd'hui, quand je vois, en tout cas au niveau de mon entourage, la plupart des prénoms sont des noms africains. Parce qu'on revient sur ce qui était l'essence même de ce qu'on est en fait. Maintenant, après, c'est normal d'avoir une confrontation avec la génération de ta mère parce qu'ils ont vécu des traumas qui, pour certains, n'ont pas encore été traités. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus rebelle, je pense, c'est pour ça. Les anciens, je pense, sont conditionnés. On leur a bousillé le cerveau. Ils ont été rebelles quand même. Hein. Ils ont été rebelles. Bah, ceux qui ont essayé, on leur a cassé, on les a Pour être sûr que cassés. tout le monde vous comprenne, notamment nos téléspectateurs, sur la question religieuse et des prénoms, est-ce que vous connaissez une religion monothéiste qui se soit imposée dans le monde sans recourir à la violence et à des contraintes? Alors, il y a toujours eu de la violence, parce que pour pouvoir imposer aux autres sa pensée, ça passe soit par la violence ou par le dialogue. Mais en général, on l'a connu dans l'histoire, c'était que de la violence. C'est de l'imposition. Bien sûr. C'était fait... Donc c'est pas propre à l'Afrique, c'est Non, du monde. c'est Ah oui, carrément non. ça. Ok. Non, non. Même les Français, Ah, c'était pas c'est Christian. ça. Mais même l'histoire de l'Europe, il y a un moment donné, l'Europe avant d'être chrétienne, elle était dans le paganisme. Et ils ont eux aussi, ça leur a été imposé. Donc, Pour vous, est-ce qu'à votre avis, quand un François ou un Guillaume Lefebvre ouvre un livre d'histoire et apprend que son ancêtre s'appelait Alaric, par exemple, il ressent une humiliation au fait de s'appeler Christophe ou Franck ou François? Après, moi, je ne suis pas à leur place, mais je présume qu'ils sentent quand même une humiliation. Quoi. bah, pas que les nouvelles générations, vous prenez des populations comme les Bretons qui sont très chauvins et tout ça, beaucoup ont donné des prénoms d'origine. Alors je ne sais pas si c'est les Celtes ou quoi, mais enfin, ils ont des prénoms à consonance typique de chez eux, bien sûr. Après, nous, on a grandi au Congo avec une bêtise où on chantait une chanson qui disait « Nos ancêtres les Gaulois ». Oh oui. Il y a plein de générations qui ont chanté ça et qui ont intériorisé qu'ils avaient des ancêtres gaulois. Bah, maintenant, quand on déconstruit ça, il y a même des adultes qui se disent, mais en fait, on était vraiment emballés par la domination culturelle. Parce que moi, mon ancêtre, c'est Kimpa, c'est Zinga, c'est pas les Gaulois. Hein. Ah. Nos parents ont été biberonnés avec Fernand Nathan. Bah, forcément. Et ils le sont toujours, hélas, pour beaucoup Pour de certains. Pour beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Le complexe d'infériorité, il est encore très marqué. L'Afrique humiliée, les humiliations sont encore présentes à grosse échelle dans nos esprits. Et ça nous renvoie également à l'ouvrage d'Amadou Kourouma, Le soleil des indépendances. C'est quand même une trajectoire teintée, au même titre que l'essai d'Aminata Traoré, d'une certaine tristesse, d'une souffrance, d'un constat d'échec, avec la notion d'auto-humiliation allégorique, sachant que le personnage principal, Fama, incarne l'identité ancestrale en qualité de prince, donc il est vraiment dépositaire de cette grandeur passée sur laquelle a roulé la colonisation, et à l'aube de la décolonisation, en tout cas prétendue, donc de l'indépendance, il s'est heurté à une double humiliation, déjà de constater que l'indépendance n'était pas concrète, et ensuite, autre humiliation, désolé si je spoil, à l'échelle cette fois-ci plus intime, de ne pas pouvoir produire une descendance. Donc la question que je vous pose, est-ce que pour sortir de cette humiliation, il faut se tourner vers le passé, ou alors est-ce qu'il faut s'inscrire dans le présent de façon pragmatique pour construire sur la base du présent un avenir, j'allais dire, radieux?
Tu peux pas. En fait, tu peux pas faire l'économie du passé. C'est impossible. Tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir à cette émission, j'avais une obsession. C'est quelque chose qui me traversait, qui m'habitait depuis 2-3 ans, depuis un retour de voyage au Congo. Il fallait qu'il y ait un travail, une réflexion sur un héritage qui va à la fois honorer mes ancêtres, honorer mes contemporains et honorer mes descendants. Pour moi, c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que cette temporalité, le passé, le présent et l'avenir sont liés. Moi, je ne prends pas une décision aujourd'hui sans penser à mes aïeux méritants, sans penser à mes parents, à mes frères et sœurs, et sans penser à mes enfants. Que je n'ai pas d'ailleurs, tu vois. Pour te dire, je pense à eux que j'en ai pas. Alors, En tout cas, pas à ma connaissance. Je reformule mon propos, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment clair. Je vais utiliser un exemple, Ouais. comme ça je vais vous mettre en situation. Avec un choix binaire, vous m'excuserez. Vous avez un enfant, il a 14, 15 ans, vous l'amenez au Sénégal. Ok. D'accord. Et vous avez un choix. Soit vous l'amenez sur l'île de Gorée, soit vous l'amenez devant la statue de la Renaissance africaine. Vous choisissez quel. Je l'amène aux deux. Je l'amène aux deux. On peut pas faire. Je Là, l'amène aux deux. c'est un dilemme. Le présent, pour moi, est la Voilà. conséquence du passé. Alors, Et franchement, et la phrase qui dit on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient, ça paraît bateau, mais c'est on vrai. l'amène tous aux deux. Là, j'ai précisé C'est en une mise amont. en situation. C'est un choix. Bah, je l'emmène à Gorée. Voilà. Comme ça, il saura que ça existait. Ok. Pour, Voilà. Et peut-être pour sur le avoir- chemin pour aller à Gorée, il verra le. Non, c'est à choisir. Donc toi, tu choisis Gorée. Alors, pour avoir fait les deux, Ouais. je l'emmènerai à Gorée. Ok. Voilà. Pour quelle raison? Bah, Gorée, je sais pas si l'histoire est totalement vraie. Oui. Voilà, on sait pas trop. Mais c'est vrai, c'est pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Afrique qui ont une méconnaissance même de cette histoire-là. Ok. Moi, la réponse, elle est simple. C'est Gorée. Ok. Parce que Gorée, c'est l'histoire. C'est comprendre ce que nos aïeux ont vécu pour qu'ils puissent anticiper et planifier l'avenir. Parce que beaucoup d'Afro aujourd'hui se construisent sans repartir sur l'antériorité. C'est là où je dis on a des générations de complexées parce que face à la difficulté du monde actuel, si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu seras toujours vulnérable. C'est dans le passé qu'on va chercher l'avenir. Ça dépend quel passé. Passé glorieux, passé souffrance. Glorieux les ou passés. pas, glorieux ou pas, Tous on va les passés. on va toujours chercher. Tous les passés, regardez la France, elle fait pas l'impasse sur le fait qu'il y a eu la Shoah et tout. Hein. Ils nous en tartinent tous les jours. Hein. Donc voilà. Donc Quel est le rapport là? J'ai pas compris. bah c'est un passé pas glorieux Non, que la c'est pas France. c'est pas la France. La France, c'est d'abord, en tout cas, elle sacralise prioritairement. Non, attends. La France. C'est Napoléon. Non mais. C'est Louis XIV. Oui. Avant que ce soit la Shoah, pardon, Non, mais, dans je, l'imaginaire mais, collectif mais je, français. je prends le fait historique qui me plaît. Ce que je veux dire, c'est que la France, Oui. elle a participé à un moment donné, elle a collaboré. C'est pas un passé, c'est pas glorieux. Non, je n'ai pas dit que tu dis le contraire. J'ai dit, en gros, ma question, c'est dans la construction identitaire d'un enfant, Oui. faut-il davantage... Non, mais tu dis même quand c'est pas glorieux. Ce que je veux dire, c'est dans que la construction peu importe. identitaire d'un enfant, faut-il davantage ou prioritairement le centrer sur une souffrance ou sur un imaginaire glorieux comme l'incarne la statue, bien que ce soit éventuellement un mythe? Pour moi, ça, c'est la pas question. binaire. Pour moi, c'est pas soit on se tourne vers le passé, soit on se tourne vers l'avenir. Je me répète, le présent et l'avenir sont les conséquences des faits passés. Donc de toute façon, voilà, je vais lui montrer, regarde où on vient, regarde ce qui s'est passé, regarde où est-ce que nous en sommes, et voilà vers où on va. Donc ça ne peut pas être soit ça, soit ça. Et pourquoi je parlais de la Shoah et de la France? Dans le sens qu'ils ont collaboré, ils ne se cachent pas de cette histoire, ils en parlent et ils disent voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, voici où nous en sommes. Et c'est même célébré, commémoré. Et aujourd'hui, voilà, c'est vu comme une chose qu'il ne faut surtout pas reproduire. Eh ben ouais. C'est également vu par beaucoup d'historiens. Et ben voilà. C'est également vu par beaucoup d'historiens, par beaucoup d'intellectuels de plus en plus, comme étant l'instrument d'une repentance qui commence à générer de la haine de soi au sein de la France. Donc c'est une dynamique qui est quand même ça leur appartient. Mais si moi je fais le choix de parler de l'esclavage à ma fille et par exemple d'aller au Sénégal, de faire le choix d'aller à Gorée, ça serait pour lui dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce dont l'humain est capable. Ouais.
c'est c'est une histoire d'une partie de tes ancêtres ou du moins du peuple africain. Et voilà pourquoi il ne faut pas laisser qu'une chose pareille se reproduise. C'est à ça que sert le passé. C'est pour éviter que des choses comme ça ne se reproduisent en fait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'impasse soit sur l'un soit sur l'autre. C'est corrélé. C'était une question binaire. J'ai bien si on entendu. n'accepte pas les questions binaires, on ne peut pas réfléchir, Bien on ne peut pas essayer de se sûr. projeter, Bien sûr, d'articuler mais- et hiérarchiser. Mais l'espace-temps, voilà. Béco, je sens que là, il nous a laissé nous dépatouiller dans la cour de maternelle. Là, on va rentrer dans le grand bain. Non, moi je suis discipliné, je suis silencieux, Non, vas-y, mon frère. Vas-y. Non, mais moi je vais agorer. Ouais. Je vais agorer. Je vais pas répéter ce qui a été dit brillamment avant moi. Donc, question binaire, réponse binaire, frère. Je vais agorer. Voilà. D'accord, au moins, ça c'est clair. Et toi, Herman? Moi, Oui, toi. je vais plutôt la statue, la Renaissance. Renaissance africaine. Tu montrerais à ton fils plutôt la statue. Ouais. D'accord. Moi, je limiterais au maximum, tout ce qui l'enfermerait, ou en tout cas ferait qu'il s'identifie à une souffrance, à un trauma qui serait susceptible de déclencher en lui soit une rage folle, une colère, Mhm. soit une haine de lui-même. D'accord. Donc d'abord, je le construirais dans une solidité forte, et après, évidemment, c'est un chapitre que je ne vais pas non plus occulter, je soulignerai Gorée, tout en précisant que c'est une parenthèse de l'histoire afro, et non pas, j'allais dire, sa colonne vertébrale. Voilà moi comment je... Et c'est là-dessus que je rejoins les frères parfois qui me sont hostiles, les frères kémites, quand ils ont cette phrase: l'esclavage c'est pas l'histoire afro, c'est une parenthèse de l'histoire afro. En se rattachant à la grandeur pharaonique, mieux vaut s'identifier à un pharaon qu'à un esclave dans cette perspective-là. Mais c'est dans une perspective de construction, pas de dénier ou de la souffrance, qu'on comprenne bien. Tout à fait. Alors, le soleil des indépendances, comme vous voyez, c'est même pas le soleil, pardonnez-moi, c'est les soleils des indépendances. Les soleils des indépendances. Ça renvoie à un grand débat qui a eu lieu autour du panafricanisme au cœur de l'Afrique, dans les années 50-60, opposant notamment Nkrumah et Senghor, avec deux visions du panafricanisme bien tranchées, avec d'un côté un panafricanisme unitaire et de l'autre un panafricanisme fédéraliste. Je ne sais pas si c'est un débat qui vous parle. Et là, donc en gros, c'est d'un côté les soleils des indépendances, et de l'autre, ce serait le soleil de l'interdépendance. Et l'AES, aujourd'hui, semble nous montrer que c'est davantage le soleil de l'interdépendance qui peut vraiment ouvrir la voie à une indépendance du continent, en tout cas d'une partie. Quel regard portez-vous sur cette distinction ? Moi, personnellement, alors, je ne vais peut-être pas répondre directement à ta question, mais quand j'ai lu Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma, alors ça, c'est mon opinion personnelle, c'est ma compréhension. Hein. J'ai cru comprendre en fond de toile que de toute façon, c'était une critique de l'indépendance, qu'en fait, on est sorti d'un système pour aller vers un autre, et le protagoniste Fama se retrouve dans une situation très compliquée à la sortie des indépendances. Il est désargenté, il se retrouve à aller de ville en ville. Déjà, il est le dernier de sa dynastie, le dernier des Doumbouya, il est le dernier d'un empire, et il se retrouve à aller de ville en ville pour chanter, pour faire le griot et pour demander l'obol. Donc lui, on comprend bien dans le livre que l'indépendance ne lui a pas réussi du tout. Pire, comme tu l'as dit, il n'a pas réussi à produire de descendance, il n'a pas de postérité. Donc clairement, pour moi, c'est une critique. Pour moi, c'est une critique. C'est pas Amadou Kourouma ne nous fait pas la belle part à l'indépendance. D'accord. Et donc, quel est votre regard sur cette distinction, sur ce débat qu'il y a entre, en gros, le nationalisme panafricain et un panafricanisme qui aurait vocation à être fédéraliste dans une perspective des États-Unis d'Afrique, tel que l'incarne aujourd'hui avec brio, fierté et grandeur l'AES. En gros, la question de l'AES. Après l'AES, c'est une bonne structure pour l'Afrique de demain. Si on fait un parallèle avec l'histoire de l'Europe, ils ont eu des moments où ils sont déchirés, mais ils ont compris que pour être fort, il faut avoir l'unité. C'est là où je dis, ils ont utilisé le slogan de diviser pour mieux régner. À un moment donné, on peut avoir cette solidarité africaine avec l'unicité de nos particularités.
Maintenant, on nous dit toujours on ne peut pas être unis parce qu'on est différent du Sénégal, les anglophones. Ok, mais on doit avoir un idéal commun. Cet idéal commun-là, c'est se dire qu'on doit former ce bloc pour faire face aux autres blocs. C'est pour ça que je dis que l'AES est un programme ou même une idée qui a été quand même mise en avant par des personnes comme Cheikh Anta Diop. Il a écrit un livre sur l'état fondamental, les fondements d'un état fédéral africain. C'était il y a 60-65 ans. Il expliquait comment le mettre en place. C'est là où je dis en fait, nous avons une perception un peu tronquée de l'Afrique. J'ai vu beaucoup d'Africains dire que ça n'allait pas prendre. Ça me pousse à me dire en fait, entre nous, on est en train de douter de la capacité des Noirs à s'organiser, à s'unir. C'est grave. C'est là où je dis en fait, c'est l'exemple même de se dire la CEDEAO a mis des sanctions. La CEDEAO, c'est déjà une forme de soumission d'une institution africaine, financée par qui? L'Union européenne. Le FMI a mis des sanctions sur le Mali, le Niger et le Burkina. Ils nous ont montré que quand on est unis, solidaires et forts, on peut tenir. Du coup, quand ils tiennent et qu'ils arrivent à atteindre l'objectif qu'ils ont atteint, il y a les sceptiques qui se disent en fait c'est possible qu'on le fasse. C'est là où je dis en fait ça va inspirer les prochaines générations à se dire que quand on est acculé face à une domination des dominés, il faudra se questionner à un moment donné comment sortir de cela. Maintenant, ce qui me fait un peu mal, c'est au niveau de l'Afrique centrale, où je trouve qu'il y a quand même du retard parce que avec tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je ne me disais pas un jour voir cela en fait. Le fait de le voir aujourd'hui, je me dis en fait, on a quand même de l'espoir de se dire que l'Afrique centrale va bouger. Parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, on a le Congo. Ça me tient à cœur parce que c'est un pays où les autres nous ont toujours dit qu'on était un pays riche. Moi, je dis que ça c'est une étiquette. La richesse congolaise dépend des hommes et des femmes congolais à pouvoir utiliser ce qu'on a dans notre sous-sol pour pouvoir développer le pays. Maintenant, les autres nous ont vendu qu'on était riches parce qu'on avait ces matières premières. C'est là où je dis en fait, on doit vraiment apprendre notre histoire, nous servir de ce qui a été fait dans le passé et comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, on peut avoir 3 pays africains qui sont unis et qui défendent des intérêts communs pour l'émergence de l'Afrique. C'est là où je dis qu'il faudra suivre ces personnes qui arrivent à fédérer en fait. Parce que quand je vois Ibrahim Traoré, j'ai l'impression d'avoir la réincarnation de Thomas Sankara. Et pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu Thomas Sankara mourir parce qu'il est mort en 87, donc on doit se dire, si vous faites un comparatif entre les deux discours, on se dit qu'il s'est réincarné, comme Sankara disait, vous tuez un Sankara, des milliers vont naître. Donc c'est ce que je dis pour chuter, en fait, c'est un modèle qui doit permettre à l'Afrique d'émerger en étant entre nous d'abord pour nos intérêts et ensuite faire face au monde de demain. Très bien. Ok. Moi, juste une parenthèse sur Sankara et Ibrahima Traoré. Je ne veux pas vous traiter de vieux sur le plateau, mais je pense que je suis un peu plus jeune que vous quand même. Et c'est vrai que Ibrahima Traoré, pour nous, c'est actuel. C'est actuel. Et quand on regarde Ibrahima Traoré ou l'armée malienne, Assimi Goïta ou monsieur le général qui est... Tiani. Voilà. On voit qu'actuellement, en tant qu'Africain ou Noir, on peut s'identifier à des gens qui ont de la dignité, à des gens qui veulent s'en sortir. Parce que demain, un petit de 15 ans, tu vas lui parler de Sankara, je suis même pas sûr qu'il a entendu son nom. Alors que Ibrahima Traoré, par exemple, c'est actuel, les petits ont tous un téléphone, ils défilent sur TikTok, il peut tomber dessus, il peut s'identifier. Et moi qui est assez jeune quand même, je suis très fier de voir ça. Surtout qu'il a dit, il y a une époque, tu regardais l'Afrique de l'Ouest, tu te disais, est-ce qu'un jour, je vais voir quelque chose qui est bien, un semblant de quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit. Donc maintenant, comment ça va finir, on ne sait pas. Mais au moins, on voit que même si on n'est pas du même pays, même si les frontières ont été tracées, on peut s'unir. Par exemple, ce qui manque pour nous en France. Aujourd'hui, je vois beaucoup de Westaf ne pas s'entendre avec des Centraf. Alors que leurs problèmes en France sont communs. Donc, tu dirais que, pour revenir sur ton propos concernant l'AES, que l'AES serait aujourd'hui un parfait sérum contre le poison de l'humiliation. Exactement. Si c'est parfait, rien n'est parfait, donc je ne peux pas te dire oui. Mais symboliquement, pour moi, c'est fort. Ouais.
Pour moi, c'est fort. Après, c'est un symbole de fin de l'humiliation parce qu'ils ont réussi à pousser des entreprises françaises à partir, pousser des bases militaires à partir. Quand il parle d'identification, il y a Kémy Séba aujourd'hui qui sert de vecteur comme modèle pour la jeunesse. Se dire qu'on peut avoir un noir qui prend la parole, qui contraint ces oligarques, hein, pas le peuple français, mais l'oligarchie française, en prenant des décisions, en poussant à l'émancipation et même en l'incitant à aller sur l'aspect économique. C'est des rôles modèles. Maintenant, quand on te dit que nous, à l'époque, on a vu, bon, il va me traiter de vieux, on a raconté l'histoire de Bokassa. Aujourd'hui, quand je vois la France déguerpir des pays africains, je me dis on est en train d'avancer. Parce que normalement... C'est sûr que passer de Bokassa Exact. à Kémy Séba, c'est passer des ténèbres À la lumière. à la lumière. Ça, c'est pas ce qu'on peut se dire. En fait, juste pour chuter, c'est pour dire qu'à un moment donné, on doit avoir cette réciprocité. On n'a pas de base africaine en France, on a des bases françaises, américaines dans nos pays. C'est une violation de la sécurité du pays. C'est là où je dis aujourd'hui, on doit être fier de voir que les entreprises d'énergie françaises vont nous faire augmenter le coût de l'énergie en Europe parce qu'ils sont plus approvisionnés facilement. Pour pouvoir rentabiliser un petit peu. Et Beko, désolé si tu voulais parler, je veux juste rebondir sur quelque chose. Je t'en prie. Il y a des actes, mais il y a aussi des discours. Exact. Et pour moi, les discours qui sont prononcés aujourd'hui par les dirigeants de l'AES sont très importants. Parce qu'ils montrent que même si en face d'eux, ce n'est pas un noir, parce que généralement les noirs se parlent mal qu'entre eux, quand c'est quelqu'un d'une autre couleur, ils se taisent. On a eu des discours humiliants pour les puissances européennes. Je pense à M. Maïga qui s'est adressé À l'ONU, ouais. à l'Ukraine plus particulièrement. Moi, c'est ce discours-là que je retiens, en disant malheureusement pour les Ukrainiens qui sont dirigés par des pantins, C'est vrai. par des gens qui Zelensky, travaillent c'est dans un les comédien. cirques. Ah Pour oui. moi, ça c'est C'est un important. comédien à la base, Zelensky déjà. C'est quoi son boulot avant qu'il devienne président? C'est faire de la guitare C'est avec. ça, donc à un moment donné, c'est les comiques qui dirigent le monde. C'est là où je dis on est arrivé à un moment où on est face à l'ineptocratie. C'est les médiocres qui dirigent la majorité de la population. On a qu'à En le voir. façade, en façade. Ouais, face à lui, mais on a qu'à voir Parce que les BlackRock, je suis pas certain qu'il soit si médiocre que ça. Voilà. On voit La- ce la- qui se passe en ouais, France la- aujourd'hui avec Manu. c'est Larry compliqué. Fink, quand il arrive, on lui déroule le tapis rouge. Hein. C'est pour ça que je suis C'est pas sûr qu'il carpette, soit hein. si médiocre que ça. Oui, c'est vrai, Beko, il y en a quelques-uns. sur l'AES, sur son rôle à la fois symbolique et dans sa projection, face d'un côté le pessimisme que ça a pu générer initialement, notamment en Afrique centrale, au sein de certaines populations, et à l'inverse, l'espoir qu'il a fait naître dans le cœur d'une nouvelle génération, notamment qui ne connaissait peut-être pas Sankara, mais qui maintenant a l'occasion de connaître, quand elle se regarde dans une glace, une image d'elle empreinte de fierté. Moi, je suis très heureux, très fier de ce qui se passe avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour ceux qui ne savent pas. On est sur une souveraineté économique, financière, une souveraineté au niveau des frontières, une organisation pour permettre à ces trois pays que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, de mettre en place une libre circulation des individus et des capitaux. Donc je suis extrêmement heureux de voir des hommes et des femmes décider de travailler ensemble en bonne intelligence, qui ont compris qu'il peut y avoir des diversités ethniques, religieuses et spirituelles, mais qu'on doit défendre des intérêts communs en termes de souveraineté, de liberté, de puissance économique. Je suis content de voir ça de mon vivant. Je suis content de voir ça parce que aussi moi j'ai la chance de, sans rentrer dans les détails, de travailler avec des personnes qui sont dans ces administrations, qui sont dans ces institutions. Mais j'ai assez de problèmes avec l'État français, donc je m'arrêterai là. Mais Tu l'as déjà trop dit. j'ai rien dit. J'ai dit que C'est déjà gâté, mon frère. j'ai pas dit ce que je faisais, j'ai dit que je travaille avec ces personnes, donc ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, je suis très heureux parce que j'ai la chance d'être dans les coulisses et de voir comment ça se passe et de me dire voilà, nos contemporains sont en train de vivre un changement radical en termes de paradigme. La manière dont les femmes noires et les hommes noirs aujourd'hui vont être traités en France et en Europe va radicalement changer et l'AES va en faire partie. On prend l'exemple de Kémy Séba, mais Kémy Séba, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière Kémy Séba, il y a des milliers de femmes, des milliers d'hommes qui aujourd'hui n'acceptent plus qu'on les traite comme des sous-hommes, qu'on les traite de petits nègres,
Donc ils sont dans une revendication, dans une pleine puissance. Et c'est que le début. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il y aura une volonté qui sera de se faire respecter. Moi, je prône le dialogue, je prône l'amour. Moi, je reste sur mon leitmotiv, c'est l'amour ou rien. Et je pense que c'est l'amour qui va permettre aux uns et aux autres d'être libérés. L'amour de soi, l'amour de son histoire, l'amour de... La connaissance. Ouais, l'amour de la connaissance, mais pour moi, l'amour, quand c'est mis au bon endroit, ça pilote toute ta vie par le haut, tu vois. Quand tu as une estime de soi, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Quand tu aimes ta femme, tes enfants, il y a des choses que tu n'acceptes pas. L'amour, c'est un protecteur, c'est un moteur. Pour moi, c'est la solution à tous les problèmes. Et Jésus-Christ sort de ce corps. non, parce que la notion d'amour existait avant ce monsieur. Heureusement. On n'a pas attendu ce monsieur pour réfléchir à l'amour. Et on n'a pas attendu les religions dites révélées pour s'y intéresser. Quand on regarde l'antériorité du peuple noir et l'existence des religions dites révélées, il y a même pas, ils ne peuvent pas s'asseoir à notre table, tu vois. On va être gentil, parce que je ne veux pas aller trop loin, mais c'est d'abord le continent, les populations qui ont composé ce continent, qui est le berceau de l'humanité, qui a inspiré le monde entier. C'est pas l'inverse. Exact. Il y a une hiérarchie, il y a une présence, il y a une antériorité qu'il faut respecter. Donc moi, je suis très heureux pour l'AES. Je pense que le meilleur est à venir, que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je peux le dire que sur ce plateau, bientôt on recevra des personnalités du monde d'Afrique de l'Ouest qui sont membres de l'AES, qui viendront, qui parleront de ce qui est mis en place. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Et voilà, le meilleur est à venir et restez aux aguets. Et à ce jour, merci déjà pour cette parole pleine d'espoir et qui nous permet de regarder l'avenir avec un sourire. À ce jour, quels sont à vos yeux le ou les actes, parce que les paroles c'est bien, effectivement en termes de symbolique, les actes ça accompagne, parfois même certains diront c'est mieux, quels sont les actes que l'AES à vos yeux a posés et qui incarnent cette révolution, ce changement radical vers... Nationalisation des mines d'or, Exact. Sortie de la CEDEAO. sortie de la CEDEAO, dégager les bases militaires étrangères, Les frontières aussi. Sûreté des frontières. sûreté des frontières, mettre en fait. place un passeport, Création monétaire aussi. Hein. création Ça va monétaire. se faire, ça. C'est Exactement. pas encore fait, mais ça Ouais, va mais se ça va se faire. C'est la suite Donc logique. il y a tout. C'est la- Pour c'est la moi- suite. Je dis ça parce que tout le monde n'est pas au courant. Ils vont Oui, faire des oui. recherches. Oui. Pour moi, c'est recherches. l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation parce qu'ils ont dit qu'ils allaient revoir les livres d'histoire parce qu'on leur a menti et surtout les tenues des écoliers. C'est vrai. Parce que je ne comprends pas qu'en Afrique, les tenues des écoliers, les petits soient habillés comme des Anglais, ça n'a pas de sens. Il leur faut des tenues africaines. On ne verra jamais ça en France. Déjà, ramène-toi avec un bazin. À la porte de l'école, on va te dire rentre chez toi. Donc ça va pas être dans l'institution directement. Et moi, je pense que c'est très primordial parce que c'est l'éducation qui manque aujourd'hui. Les gens, ils veulent aller à droite, à gauche faire des choses, mais sans rien savoir. Et moi, ça, je pense que c'est très important. Après, ils sont Ouais. forts parce qu'ils Rebaptiser aussi les agissent. statues, les places et les rues. Leur force aussi, Ouais. c'est qu'ils agissent Ils sont dans, complets. Ouais. dans l'aspect culturel, identitaire, économique et l'aspect de la partie spiritualité aussi. Ouais. C'est là où je dis en fait, c'est ce qui nous manquait depuis très longtemps d'avoir ce modèle-là qui va inspirer tous ces afro-sceptiques. Parce qu'on a arrivé à un stade où on nous a tellement humiliés, tellement menti. Et moi, ce qui me fait mal, c'est ce que disait Mbeko tout à l'heure, de voir un président africain en plein Covid qui passe sur un média français. On lui demande, vous êtes venu faire quoi alors que les frontières sont fermées? Il dit, je dois me soigner en France. Et nous, si on a aussi ce cas-là au Congo, on nous parle souvent de la mise en place des hôpitaux aux normes européennes, mais à la moindre escarmouche, le président ou les ministres se retrouvent en Belgique. Ouais, moi, je voulais quand C'est même. très grave quand même. Donc. Oui, franchement, c'est parlant de vérité. vérité. Moi, je voulais quand même juste faire un petit crochet sur l'AES parce que, comme l'a dit le frère, j'ai bien compris, je suis une vieille. Quand Sankara a été assassiné, j'étais déjà née. Quand j'allais au Burkina, moi, j'y allais sous le régime de Compaoré.
Et c'était ne serait-ce qu'un nom de famille qu'on ne pouvait pas prononcer comme ça. Exact. Ça se faisait pas. Moi, un jour, je me rappelle, hein, j'ai commencé à dire « Ouais, mais comparé, oh là, oh, calme-toi là. T'es pas en France, on veut pas de problème ici. » Donc, c'était pas un sujet, tu critiquais pas ouvertement comme ça. Peut-être en catimini dans la famille, mais c'était pas un sujet… Il y avait un climat de terreur. Vous êtes assis au maquis, puis tu commences à raconter que machin, tu sais pas qui est à côté de toi. Donc, ça ne se faisait pas comme ça. Les années ont passé, la révolte a eu lieu. Et un jour, je me rappelle, j'avais quoi, 14-15 ans, ouais, 14-15 ans, 15 ans à peu près. J'étais avec un de mes cousins, donc on était en moto. Et l'armée nous avait fait descendre, enfin les militaires nous avaient fait descendre parce qu'on passait à côté de la maison du frère de Blaise Compaoré, qui a quasiment autant de pouvoir que le président lui-même, qui avait. Et on a dû marcher, tirer la moto qui était hyper lourde sur je ne sais combien de mètres, parce qu'on n'avait même pas le droit de passer pour des raisons sécuritaires. Quelle n'a pas été ma surprise de voir, après la révolution, enfin la révolte, aujourd'hui cette maison est devenue un musée. Tu payes quelqu'un et cette personne, tu peux rentrer et tu regardes à comment ils ont dévasté la maison de ce monsieur. Et ils ont tagué « La patrie ou la mort, nous vaincrons » avec Sankara. Donc moi, aujourd'hui, franchement, quand je vois le monde à la vitesse à laquelle il va, j'ai espoir que les choses vont se passer. Mais je voudrais dire une chose sur l'AES, comme sur le reste du monde. Aujourd'hui, le monde, c'est comme un échiquier. C'est un échiquier, on y arrive avec des stratégies. On n'y arrivera pas tout seul. Toutes on va dire les mariages politiques qui ont eu, ce sont des alliances stratégiques. Mariage de raison. Voilà, de raison politique, comme il a cité tout à l'heure le cas de l'Union européenne qui, au sorti de la guerre, ont dû se fédérer. L'AES a décidé de le faire, ça c'est très bien. J'espère que l'Afrique centrale suivra, même s'il y a beaucoup de… Comme dirait Mobutu, comprenez mon émotion. Voilà, c'est ça. Ne nous jetez pas la pierre. Non, ils ont beaucoup de richesses qui s'avèrent être justement quelque chose qui les dessert plus qu'autre chose, malheureusement, par rapport aux Européens, je veux dire, qui ont mis la main dessus. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que le fouet change de main. Je m'explique. Nous sommes en train de sortir du joug français. L'AES est en train de s'en défaire si ce n'est déjà fait. Elle y arrive parce qu'elle a fait des alliances avec des personnes. Exact. Elle ne peut pas le faire toute seule. Elle n'a pas encore cette force-là. Quelles sont ces personnes? Ah, pardon, il ne faut pas me mettre dans la sauce. Il n'y a pas de sauce. Moi, je veux dire, ils ont fait des alliances avec ceux qui sont contre les intérêts. Tout à fait. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est pour ça que je vais inciter ces Attends, je termine juste ça. Et donc, du coup, tu vas voir les personnes qui, eux, sont ennemis avec tes ennemis. Ils deviennent donc tes amis. Très bien en termes de stratégie. Ils te donnent les moyens de ta politique. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des personnes, des djihadistes, etc., qui sont sur ton territoire et que ces gens-là sont mieux armés que l'armée même nationale, il y a un problème. On sait par qui sont armés ces gens-là. Comment se fait-il que l'armée n'a pas les moyens de les combattre? On n'est pas sur le même terrain, le même rapport de force. Parenthèse, juste avant de te céder la parole. Oui. C'est dangereux sur le plateau de citer le mot Russie? Je sais pas. Moi, non, je sais tout. Je sais moi, pas. je dis les termes. Je sais pas jusqu'où je peux aller. C'est dangereux de dire russe. Alors, moi, je dis non, Russie. Donc, Russie pour ne citer que. Bah oui. Pour ne citer que. Du coup, on n'est pas dupe. Justement, c'est là il ne faut pas être candide. On sait bien que la Russie ou n'importe quel autre pays qui viendra en Afrique ne vient pas parce qu'ils adorent les Africains. Ça, j'ai envie d'intervenir. Attends, ils aiment pas les Africains. Ils aiment trop les Africains. Ils adhèrent à ça. Non, ils viennent parce qu'eux aussi, ils ont un intérêt. Okay. Donc, cette fois-ci, il ne faudra pas reproduire les erreurs du passé. Il faudra aller sur des contrats gagnant-gagnant pour éviter justement de sortir du joug colonial et se retrouver dans un nouveau joug. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Cette fois-ci, il faut être intelligent. Je vais être concis en fait, je vais être très rapide et concis. En fait, il faudrait que cette jeunesse qui n'arrive pas à faire des recherches, regarde la dernière interview de Kémy Séba. Il dit on n'est pas parti signer des partenariats sur le long terme. Entre pays, en géopolitique, il n'y a que des intérêts. C'est pour ça que je dis à un moment donné, quand on va dire oui, mais vous allez chez les autres là-bas, oui, on va chez les autres, oui. Mais on n'est pas parti pour devenir des nouveaux esclaves là-bas. C'est ça. C'est là où je dis, en fait, pour comprendre le discours et comprendre les décisions qu'ils sont en train de prendre au niveau de l'AES. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, comme l'a dit Beko, faites des recherches. Pour pas que l'histoire se répète, en fait. Vous passez votre temps à regarder des médias mainstream qui vont changer la version de l'histoire. Alors, très intéressant, c'est des sujets, bon, on ne fait que les effleurer, on n'a pas la prétention
d'avoir les compétences d'un Abdoulaye Diop, notamment sur l'échiquier de la géopolitique. Néanmoins, on va terminer cette émission sur... là, ce qui vient de se nouer, c'était, je trouve, assez intéressant, et ça fait aussi écho au titre, L'Afrique humiliée, rédigé par Aminata Traoré, une femme, avec, d'un côté, on a eu quand même un moment de peur, à dire le mot aussi, et de l'autre côté, une forme de virilité. Et souvent, on associe justement la colonisation à une décapitation de la virilité. Donc les hommes sont dévirilisés, on est dans le complexe d'infériorité, on est dans la peur, et alors qu'on a besoin, pour accéder à une vraie indépendance, de reconstruire cette virilité. Donc qu'est-ce que vous pourriez inciter à faire aux jeunes, pour en guise de conclusion, et aux hommes comme femmes, afin de rebâtir cette virilité dont ont su faire preuve les Vietnamiens, dont ont su faire preuve les Algériens en certains temps. Après, moi je dirais Virilité simplement... pas que physique, intellectuelle, spirituelle, ce que vous voulez. En fait, je dis simplement, à un moment donné, on nous a tellement infériorisé que ils aiment bien les Noirs quand ils courent, ils font du sport. Mais quand un Noir commence à réfléchir, forcément, il pose problème. Alors qu'on n'est pas cantonné à la partie physique. On a aussi des cerveaux qui fonctionnent. C'est là où je dis à un moment donné, cette jeunesse doit comprendre qu'on doit plus utiliser notre cerveau pour pouvoir apporter des réponses à nos problèmes. Ce n'est pas toujours la violence. Mais dans les rapports interpersonnels, il faut aussi à un moment donné une position de puissance face à l'autre. C'est pour ça que le rappeur préféré de Herman, qui est B2O, qui disait « La puissance ne respecte que la puissance ». Ouais, moi, je dis qu'il faut être curieux. Il faut que la jeunesse soit curieuse. Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte sur la culture africaine. Encore une fois, je mets le doigt sur nos religions. Par exemple, parce que moi qui ai été biberonnée au christianisme, et encore une fois, je ne crache pas sur le christianisme, parce que voilà, j'en connais une qui va me tomber dessus. Je veux dire, quand on nous dit que nos religions, c'était le diable et que tu préfères prier toute la journée à l'église Jésus, or que quand je vais te dire, viens, on va s'allier ensemble pour pouvoir faire des choses pour le continent, tu dis non, t'attends que Dieu, lui, il fasse quelque chose. C'est pas comme ça, c'est à nous de prendre notre destin en main. Donc je dirais à la jeunesse d'être curieuse, de lire, de s'intéresser à son histoire. Je dis pas aux gens, retourner dans l'animisme s'ils ne le veulent pas, il n'y a pas de problème. Et pour mais se juste libérer de la peur? Pour se libérer de la peur, Ouais. c'est déjà de savoir d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens, tu en es fier. Et du coup, tu n'as plus peur d'incarner ce que tu es actuellement et de regarder l'avenir avec confiance. Mais si déjà tu as honte en te disant « mes ancêtres, ils adoraient Satan », ça ne va pas le faire. Hein. Pour moi, il y a M. Mbeko qui parle toujours de l'amour. Je pense que les gens, va falloir qu'ils commencent à s'aimer eux-mêmes déjà, parce que beaucoup d'Africains afrodescendants se détestent eux-mêmes. Dans ce que tu as dit, il y avait l'éducation. Je pense que pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point central. Il va falloir se réapproprier notre histoire, dans le bon comme dans le mauvais, mais tout savoir. Et je pense que c'est ça qui fera que beaucoup de gens auront les arguments pour éviter de se faire piétiner et marcher dessus par le reste des personnes. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Béco. Tu peux Comment construire ou inciter ou orienter la jeunesse afin qu'elle sorte de la peur, qu'elle se projette vers une posture courageuse, virile, et particulièrement sur le terrain de l'esprit, de la pensée? Il faut dire aux jeunes que derrière le mur de la peur, il y a la réussite. Et que s'ils veulent embrasser la réussite, dormir avec la gloire et faire l'amour à l'épanouissement, ils doivent passer derrière le mur. Il n'y a pas le choix. Comment? Peu importe, ils l'escaladent, ils le détruisent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a différents itinéraires, mais il y a une seule destination, c'est la réussite. Si tu veux réussir, tu ne peux pas laisser la peur, le doute, l'incertitude, la tergiversation t'empêcher d'y aller. Il y a un mur, tu dois le gravir, tu dois le détruire, tu dois le contourner, peu importe les moyens que tu utilises. L'autre disait derrière moi, par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires, mon frère. Nous avons la connaissance aujourd'hui, l'accès à la connaissance par rapport à nos parents qui ne l'avaient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, il y a des bibliothèques, il y a tout. Merci. Alors, comme vous le voyez, c'est des sujets qui sont inspirants, qui nécessitent, je le répète, des heures et des heures et des heures de réflexion. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. À titre individuel, sur cette nécessité de troquer la peur contre le courage, contre la virilité, un remède a déjà fait ses preuves, qui s'appuie sur une citation. Le tombeau de héros se trouve dans le cœur des vivants.
le fait d'avoir à l'esprit des héros glorieux, virils, conquérants, de Narmer à Soundiata Keita, en passant par Kaina, en passant par Kim Pavita, ça permet à chaque enfant, chaque jeune, eh bien, de se projeter, de prendre cette force-là incarnée historiquement en lui et de se dire que c'est possible et que les épreuves existent, non pas pour vous freiner, mais au contraire, pour vous permettre de vous dépasser. C'est aussi cela la librairie africaine, à travers des ouvrages, vous rappeler l'importance que représente la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance du monde, la connaissance aussi de l'avenir, c'est-à-dire l'espoir, se projeter vers un meilleur. Évidemment, nous n'avons pas vocation à englober, à embrasser toute la vérité. Mais si nous parvenons déjà à allumer en vous ce feu du savoir, ce feu de la lecture, on aura atteint notre mission, qui se résume en une phrase. Lisons ou mourons. Je vous dis à très bientôt.